Merci mes amis. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être là. Non, merci à vous, surtout. Merci, mon cher Laurent Jacobelli. Merci, mon cher Alexandre Loubet. Merci, mon cher Kevin, pour vos mots, pour votre fidélité et pour votre soutien. Vous portez tous trois la voix de la Moselle à l'Assemblée nationale. Vous êtes la voix du peuple, vous êtes une fierté pour les habitants de cette région qui ont en vous leurs meilleurs avocats. Merci, ma chère Marie-Claude Voinson, de diriger aussi rigoureusement l'action du Rassemblement national dans ce département et nous pouvons t'applaudir pour cela. Alors avant de commencer ce discours, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire au talentueux maire d'Hayange, Fabien Angelman. Mon cher Fabien, joyeux anniversaire. Je le fais alors que je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Mais joyeux anniversaire, mon cher Fabien. Dans cette campagne, mes amis, je ne suis pas seul. Je peux compter à l'évidence sur une liste qui rassemble les compétences et les talents. Je peux compter sur nos élus et évidemment, et je vous en remercie, je peux compter plus que jamais sur vous, sur votre fidélité et sur votre mobilisation pour la France. J'y vois le signe, mes amis, d'une confiance qui s'installe chaque jour davantage entre le peuple de France et le Rassemblement national. Alors pourquoi cette confiance? Tout simplement, je le crois, parce que nous parlons de la France, parce que nous faisons de la politique avec les gens, pour les gens, parce que nous imposons à la table du pouvoir votre quotidien, le pouvoir d'achat, le travail qui paye, l'immigration, l'insécurité, la préservation de nos modes de vie comme la défense de notre souveraineté nationale. Les macronistes, eux, font campagne en cherchant à instrumentaliser les malheurs de l'Ukraine et des Ukrainiens. La gauche mélenchoniste, elle, fait campagne matin, midi et soir pour la bande de Gaza. Nous faisons campagne pour la France et pour les Français. Alors ce soir, mes amis, je ne ferai pas d'exception si je suis venu ici en Moselle, en Lorraine. C'est pour vous parler de la France. Car au fond, dans cette campagne, on ne parle pas assez de la France et des Français. Je suis venu pour vous parler de ce scrutin majeur pour l'avenir du pays, pour l'avenir de vos enfants, celui du 9 juin prochain où les Français sont appelés à voter pour dire leur colère, mais aussi pour dire leurs espoirs. À compter d'aujourd'hui, mes amis, il reste donc 33 jours. 33 jours avant un choix d'une importance capitale. 33 jours avant ce grand référendum pour ou contre le délitement et l'effacement de la France. 33 jours pour convaincre et pour conjurer le spectre de l'abstention. Alors, mes amis, jusqu'à la dernière minute de cette campagne, je ne cesserai de dire que rien n'est fait, que rien n'est gagné et que rien n'est décidé pour la France. Rien n'est décidé, mes amis, tant que le grand peuple de France n'aura pas lui-même choisi l'avenir qu'il veut pour ses enfants. Le 9 juin, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Alors, à tous, en particulier à nos députés, je rappellerai notre devise devenue victorieuse: si le peuple vote, le peuple gagne. Alors, mes amis, je ne peux vous parler de cette campagne sans revenir avec vous sur
le débat. Le fameux débat qui m'a opposé à la candidate d'Emmanuel Macron jeudi dernier sur BFM TV. Avant le débat, vous les avez entendus, les macronistes voulaient, je cite, que je descende dans l'arène. Mais ça, c'était avant le débat. Et maintenant, les mêmes veulent que la candidate d'Emmanuel Macron en sorte. Ce débat a permis, je crois, une clarification que les Français sont en droit d'attendre. Face au bilan du président de la République, j'ai voulu défendre sincèrement nos ambitions, nos convictions et nos solutions pour le pays. Je sais reconnaître les qualités de mes adversaires et il faut reconnaître à Valérie Ayé cette qualité, le courage. Elle a le courage d'assumer le bilan d'Emmanuel Macron quand tous, du Premier ministre au ministre de l'Économie et jusqu'au ministre de l'Intérieur, se sont fait porter balle. Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, aucun n'assume et tous se cachent derrière une candidate. Tous se cachent derrière une candidate qui peine à savoir ce qu'elle fait là. Alors ce débat, mes amis, vous l'avez vu et je l'ai dit, a permis de clarifier les choses. À la question de la lutte contre l'ensauvagement de notre société, l'épidémie d'agression qui frappe notre pays, je l'ai rappelé, 120 attaques au couteau par jour, 1000 agressions par jour dans notre pays. La candidate d'Emmanuel Macron répond avec une mesure choc, le dédoublement des classes d'école. Gardez de la voix parce que je vais revenir sur tout le débat. À la question de savoir s'il y a oui ou non trop d'immigration en France, la candidate d'Emmanuel Macron répond « c'est pas le sujet ». L'identité de la France, c'est pas un sujet. L'avancée terrifiante de l'islamisme et du communautarisme, c'est pas un sujet. Le recul de nos valeurs, la laïcité bafouée, le non-respect des femmes, le coût de l'immigration pour les finances publiques, c'est pas un sujet. À la détresse du monde agricole frappé par une crise sans précédent, la candidate d'Emmanuel Macron répond que tout va bien et que les agriculteurs qu'elle rencontre lui disent tous merci. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le débat, je vais vous le résumer très rapidement. L'énergie trop chère, c'est pas eux. Les fermetures d'usines, d'exploitation agricole, c'est pas eux. L'insécurité, c'est pas eux. L'immigration, c'est pas un sujet. L'état de la France, c'est pas grave. Et la dette, c'est pas de leur faute. Alors, mes amis, j'ai envie de dire heureusement que nous sommes là. Heureusement que nous sommes là et déterminés à agir. Face à l'insécurité qui n'épargne aujourd'hui plus aucun territoire de notre pays, mes amis, face à ce déni de ce que vivent les Français, nous répondrons par un état d'esprit, la fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. Nous répondrons à l'insécurité que vivent nos concitoyens par une lutte implacable contre la délinquance, par le soutien naturel, par principe, à nos forces de l'ordre, et je salue ici Mathieu Vallet, par le retour de l'autorité à tous les étages de la société, le retour de la France sur chaque mètre carré du territoire, et je salue Malika Sorel. Par le rétablissement des peines minimales et des peines planchers, et bien sûr par l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Quand un adolescent de 15 ans, mes amis, est tué au couteau par un ressortissant afghan à Châteauroux, le rôle d'un responsable politique n'est pas de fermer les yeux, mais bien de tout mettre en œuvre
pour que les pères et les mères de ce pays n'aient plus à s'inquiéter pour leurs enfants lorsque ces derniers se retrouvent seuls dans l'espace public. Pour nous, mes amis, la lutte contre l'immigration massive n'est pas seulement un sujet, comme dirait l'autre, c'est un défi existentiel pour la France et pour l'Europe. Une réalité qui bouleverse chaque jour un peu plus les grands équilibres de notre société, qui menace notre sécurité et notre art de vivre. Continuons. Nous répondrons, nous, à la détresse agricole par la protection de nos agriculteurs face à la concurrence déloyale, par la lutte contre les normes environnementales absurdes qu'on leur impose et bien sûr par la priorité donnée à nos produits dans les cantines de nos écoles, de nos collèges et de nos lycées. Quand le monde agricole est en colère, c'est notre santé, notre ruralité et notre souveraineté alimentaire qui sont en jeu. Nos paysans, mes amis, ne veulent pas dépendre d'aides permanentes. Comme chaque Français, ils aspirent à pouvoir vivre de leur travail et de leurs efforts. Alors je vais vous dire, après ce débat de 2 heures, le premier sentiment qui m'est venu, c'est de me dire qu'au fond, nos dirigeants ne vivent délibérément pas dans le même monde que nous. Au fond, chacun aura pu constater la déconnexion de la candidate macroniste, son impréparation sur les sujets de fond, sa légèreté sur les sujets de votre quotidien et accessoirement ce déni de leur propre bilan et le déni permanent de leur propre action à la tête du pays depuis 7 ans. Vous l'avez peut-être vu, les macronistes ont présenté hier leur programme. Alors je vais vous épargner sa lecture et je vais vous le résumer en une phrase. En gros, on va faire l'exact inverse de ce qu'on a fait depuis 7 ans. Et bien sûr, il vous prie de les croire. Alors on a tous senti pendant ce débat que Mme Hayé ne croyait pas dans sa campagne. Ça nous fait un point commun parce que nous non plus. Mes amis, plus sérieusement, je vous le dis, ne vous laissez plus jamais donner des leçons d'expertise, de sérieux, de bonne gestion par ces gens. Ne les laissez plus vous prendre de haut. Et surtout, le 9 juin, sanctionnez leur mépris, sanctionnez leur incompétence, sanctionnez leur déconnexion. De grâce, dites votre vérité, dites ce que vous voulez pour la France aux urnes. C'est votre devoir de patriote. Alors je me dois de revenir aussi, mes amis, sur le débat organisé avec les 6 autres têtes de liste dimanche midi sur RTL. Là aussi, c'était très intéressant, très instructif, parce qu'en fait, les autres candidats ne venaient pas pour défendre leur projet ou parler de la France, mais pour attaquer le Rassemblement national qui, pour le coup, n'a aucune responsabilité dans la situation du pays. Ce débat aurait pu s'intituler « Tous contre le RN » ou « Tous contre Bardella ». Manon Aubry, la candidate de Jean-Luc Mélenchon... Attendez. Manon Aubry, avec son élégance, avec sa bienveillance, avec ce sens de la modération qui ne la quitte jamais, m'a qualifié avec beaucoup de finesse, je cite, de larbin et de flemmard. Pour le socialiste Raphaël Glucksmann, qui avait d'ailleurs déclaré un jour, je cite, tenez-vous bien, qu'il se sentait plus proche des habitants de New York ou de Berlin que des habitants de la Picardie, a déclaré à mon endroit, avec cette courtoisie si française, cette élégance, que j'étais un agent de l'étranger, rien que ça. Il n'a pas dit de quel État étranger, j'imagine que ce n'est pas l'Italie. Valérie Hayé, comme à son habitude, un peu moins inspirée que les autres, a dit de moi que j'étais un menteur, ce qui est quand même un comble
quand on est la candidate d'Emmanuel Macron. C'est pas fini, ce n'est pas fini. Notre ami, et vous pouvez l'applaudir, Fabrice Leggeri, au motif qu'il a protégé les frontières européennes lorsqu'il était chargé de protéger les frontières européennes, lui est carrément repeint en criminel par une gauche qui ne lui pardonne pas d'avoir lutté contre l'immigration clandestine. Alors je vais vous dire, mes amis, et je pense parler au nom de nos candidats, à titre personnel, cela nous est bien égal. Mais en réalité, mes amis, quand ils nous attaquent avec une telle violence, avec si peu d'élégance, ce sont les millions de Français qui s'apprêtent à voter pour le Rassemblement national qu'ils désignent comme des adversaires. Et ça me plaît beaucoup moins. Alors ne les laissez pas faire. Ne les laissez pas faire et allez voter le 9 juin prochain. Faites-vous entendre, chers amis. Faites-vous respecter. Se mobiliser le 9 juin, c'est aussi choisir un projet de société. Et c'est ouvrir la voie de l'alternance en France comme en Europe. Ce projet, nous l'avons. C'est un projet qui met l'accent sur votre pouvoir d'achat, sur la souveraineté énergétique de la France, sur la réindustrialisation, sur la protection de notre identité et à l'évidence sur le rétablissement de l'ordre et de l'autorité partout sur le pays. Depuis des années, avec Marine Le Pen, nous avons fait de l'urgence de la fin du mois l'une de nos priorités absolues, et plus particulièrement celle de restituer à chaque Française, à chaque Français, à chaque travailleur de ce pays les fruits de son travail et les fruits de ses efforts. Parce qu'un prix des carburants avoisinant les 2 € le litre est un coup de canif porté à la France du travail et à la France rurale, nous entendons demain à la tête de l'État diminuer la TVA sur les énergies pour faire baisser les factures. C'est par là que démarre la paix fiscale. L'Europe de Macron a considérablement réduit votre pouvoir d'achat, en restant passif face aux règles européennes, notamment absurdes de fixation des prix de l'électricité, ce modèle européen qui a entraîné l'explosion de vos factures d'électricité et de gaz qui ont augmenté de 45% en 2 ans. Voilà 2 ans que ces règles, mes amis, ont démontré leur échec et que pourtant, rien n'a changé. Les factures explosent pour les familles, mais elles explosent aussi pour les entreprises, les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les indépendants. Depuis février 2024, date d'une nouvelle augmentation décidée par Gabriel Attal, la facture a grimpé pour 70% de nos entreprises. Déjà, des entreprises de l'industrie ont mis la clé sous la porte, d'autres désertent la France pour aller s'installer aux États-Unis ou en Asie, où l'énergie est beaucoup plus abordable. Essayez d'être synchro quand même avec les... Parce que le coût de l'énergie est devenu un handicap majeur pour notre pays, alors qu'il faisait sa force hier. Fermeture de la centrale de Fessenheim, explosion des factures d'énergie, désertification industrielle, voilà le vrai visage des 7 dernières années de macronisme. Nous aussi, figurez-vous. Voilà le bilan, mes amis, d'un président qui ambitionnait de fermer 14 réacteurs nucléaires en plus et qui a dû reculer fort heureusement devant le réveil de l'opinion française. Marine Le Pen avait fait du pouvoir d'achat l'une des pierres angulaires de sa campagne présidentielle. Nous voulons la fin de ces règles absurdes de fixation des prix. Nous voulons renouer avec un prix français de l'électricité et ainsi rendre aux Français les fruits d'investissements qu'ils ont réalisés dans une filière nucléaire que le monde entier nous envie. Nous voulons que la France redevienne un paradis énergétique, avec des prix compétitifs et à l'évidence renoue, avec une ambition industrielle. Nous ne sommes pas condamnés à regarder les trains passer, à jalouser les États-Unis d'Amérique et leurs 3% de croissance, à regarder la Chine monter en puissance et inonder nos marchés avec ses produits. Je ne me résoudrai jamais à ce que l'Europe soit l'homme malade des économies développées, un continent où les ouvriers auraient disparu et où nos usines deviendraient de véritables musées. Laissez-moi quelques instants vous raconter l'histoire de la centrale
de Saint-Avold, où nous nous sommes rendus ce matin. En 2022, on va remonter un peu le temps, lorsque la France a connu des difficultés d'approvisionnement en électricité, vous vous en souvenez, le gouvernement était bien fier de compter sur les salariés de la centrale de Saint-Avold, sur ces ingénieurs et ces ouvriers dévoués qui ont le goût du travail bien fait. Ces ouvriers, je le dis et je l'affirme devant vous, sont une fierté pour notre pays, précisément parce qu'ils ont permis à la France de tenir tout l'hiver sans rupture majeure. Alors pourquoi leur tourner le dos? Pourquoi aujourd'hui ne pas soutenir la reconversion du site en biomasse et en hydrogène? Pourquoi encourager toujours à Bruxelles les délocalisations et la décroissance? Nous sommes dans une région, la Lorraine, je dis plutôt la Lorraine que le Grand Est, dans un département, la Moselle, où lorsque l'on parle d'industrie, de travail, de mérite, de production, on est compris. Vous savez, ici, tout ce que l'industrie et l'installation d'une usine peut apporter à une commune, non pas seulement en termes d'emploi et de salaires rémunérateurs, mais aussi en termes de services publics, de liens sociaux et bien sûr de commerce. Quand une usine s'installe, c'est tout un cercle vertueux qui se crée. Et c'est à l'évidence aussi une part de nous-mêmes qui s'en va quand une autre tire le rideau. Alors que la Commission européenne et le gouvernement ne jurent que par des règlements toujours plus durs et des normes toujours plus contraignantes pour nos entreprises et nos industries, au risque de tuer toute production en France et en Europe, nous assumons la pause réglementaire et la simplification des normes. Nous assumons de vouloir baisser les impôts de production, qui consistent injustement à taxer ce qu'on n'a même pas encore créé. Nous assumons de vouloir protéger nos travailleurs et nos producteurs face à la concurrence mondiale, comme le font aujourd'hui toutes les grandes puissances, en passant par les États-Unis et la Chine. Le général américain MacArthur a eu cette formule frappante: les batailles perdues se résument en 2 mots, trop tard. Eh bien nous, mes amis, nous sommes de ceux qui refusent que l'on se réveille un jour en se disant qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus d'industrie en France et en Europe parce qu'on l'aura laissé filer, parce qu'on aura laissé faire l'explosion des prix de l'énergie et laissé la guerre de tous contre tous par une concurrence déloyale. Je souhaite aussi, et je le porte dans cette campagne, que l'on fasse enfin du patriotisme économique, en appliquant, comme le font toutes les grandes puissances mondiales, la priorité nationale et la préférence européenne dans la commande publique. Tous les grands pays, mes amis, le font, mais Bruxelles nous l'interdit au nom d'une vision naïve et dépassée du droit de la concurrence et de la mondialisation heureuse. En somme, le message envoyé est très simple et relève du bon sens. Si vous voulez entrer sur le marché européen, si vous voulez avoir un avantage et être prioritaire dans la commande publique, alors produisez sur le sol français. Mes chers amis, c'est en renouant avec le volontarisme que l'on redonnera tout son prix à la valeur travail, qui est, je le dis, en France et en Europe, une valeur de civilisation. Face à l'alliance de la brutalité macroniste et de la bureaucratie européenne, j'en appelle donc à la France du travail, à l'union des forces productives, à tous ces Français qui font tourner le pays et qui sont bien souvent en première ligne, du patron de TPE-PME, au patron de bistrot, de café, de restaurant, de l'ouvrier à l'employé, en passant par l'intérim, le petit fonctionnaire, le boulanger, l'indépendant, les forces vives du pays ont vocation à nous rejoindre pour recréer avec nous, tous ensemble, les moyens de la prospérité française. Mes amis, en éteignant la voix de la France, en déléguant à Bruxelles des compétences nationales, Emmanuel Macron cherche en fait, et sans le dire clairement, à liquider la souveraineté française. Le débat sur le partage de notre dissuasion nucléaire, sur la mise en place d'une diplomatie européenne et d'une défense intégrée dissimule en réalité un affaiblissement volontaire de nos intérêts vitaux et donc de notre souveraineté nationale. Ce débat est vieux comme ceux qui veulent liquider la France.
Déjà en 1954, alors que l'on parlait d'une défense intégrée au niveau européen, le général de Gaulle évoquait les naufrageurs de la nation qui voudraient retirer à la France le commandement de son armée nationale. Ce serait ainsi une trahison majeure de notre Constitution qui stipule dans son article 15 que le président de la République française est le chef des armées. À aucun moment, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a la légitimité pour commander nos armées, pour envoyer nos soldats au combat, pour décider de notre action diplomatique ou, pire encore, de trancher la question de la guerre et celle de la paix. Si nous avions cédé à ces demandes, si la France avait accepté ce renoncement majeur, alors, en 2023, nous aurions été embarqués dans l'injuste guerre d'Irak. Si le président Chirac a pu opposer à cette aventure américaine ce que l'écrivain André Malraux appelait la force du non dans l'histoire, c'est parce que nous étions encore un pays libre de ses choix, un pays indépendant et un pays souverain. Vous le voyez, cette question de la souveraineté nationale irrigue toute la campagne des élections européennes, de notre puissance économique et productive, de la préservation des attributs essentiels de notre souveraineté nationale, de notre capacité à rester libre, à choisir ce qui est bon pour la France et à refuser ce qui ne l'est pas. C'est aussi pour vous, Françaises et Français, la capacité à librement choisir le destin que vous voulez pour le pays. En conclusion, mes amis, je veux vous dire que le 9 juin, la France exprimera sa volonté et dira sa vérité. Le 9 juin, la France dira si elle veut rester la France. Le 9 juin, la France dira qu'elle n'a pas encore fini d'être française. Alors, mes amis, ne laissez personne décider à votre place et encore moins parler en votre nom. Ne lâchez rien jusqu'au bout. Nous avons 33 jours pour mobiliser, 33 jours pour faire la décision, 33 jours pour gagner. Vous n'aurez qu'un seul jour, qu'un seul tour, qu'un seul vote pour affirmer que la France revient. Alors, tous aux urnes, citoyens, vive la République et vive la France! Mes amis, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Non, je ne paye pas l'apéro, parce que vous êtes très nombreux. Mais, attendez, je vais me rattraper. Car avant d'entonner notre hymne national, je voudrais vous annoncer une petite surprise. Je dois vous faire une révélation. Je ne suis pas le dernier orateur de ce meeting. Et avant l'apéro, la soirée n'est pas terminée. Une personne que je crois beaucoup connaissent ici dans cette salle a tenu à être présente en Moselle ce soir pour nous apporter son soutien et surtout, je le pense, à vous dire, elle aussi, à quel point rien n'est jamais fini pour la France. Cette personne, mes amis, est une personne qui compte beaucoup pour moi, y compris sur le plan personnel. C'est une personne sans qui, à dire vrai, je ne serais pas devant vous ce soir. Je lui dois beaucoup. Son soutien m'est cher. Elle tient à vous dire quelques mots ce soir, et je vous demande, mes amis, de l'écouter et de l'accueillir avec l'enthousiasme qu'elle mérite. Je la remercie, cette personne, sincèrement, d'être parmi nous ce soir. Nous lui devons beaucoup et je lui cède immédiatement la parole.